Dans la nuit du 23 octobre 2021, sous le couvert d'une obscurité complice, une équipe de 6 personnes a franchi les grilles du cimetière du Père-Lachaise avec une autorisation signée par un juge dont le nom reste aujourd'hui censuré dans les documents officiels. Ils portèrent des combinaisons blanches, des lampes frontales et des outils qui n'avaient rien à faire dans un lieu sacré. Leur mission : exhumer le corps d'Yves Montand, l'homme qui avait fait danser la France entière, celui dont la voix résonnait encore dans les mémoires comme un hymne à la joie de vivre. Mais ce n'était pas pour lui rendre hommage qu'ils venaient en cette nuit-là. C'était pour le violer une dernière fois, pour arracher à sa dépouille un secret que certains voulaient enterrer avec lui depuis 30 ans. Les gardiens du cimetière, interrogés plus tard, ont tous dit la même chose. Ils ont entendu le bruit des pelles contre le bois du cercueil et ce son leur a glacé le sang, comme si la terre elle-même protestait contre cette profanation. Mais qui avait ordonné cette exhumation ? Pourquoi fallait-il absolument ouvrir ce cercueil alors que Montand reposait en paix depuis 1991 ? Et surtout, qu'est-ce qu'il cherchait vraiment dans ce corps décomposé ? La réponse à ces questions va vous faire comprendre que derrière le sourire éternel d'Yves Montand se cachait une guerre silencieuse, une bataille juridique impitoyable et un secret de famille si explosif qu'il a fallu réveiller les morts pour le prouver. Yves Montand n'était pas français de naissance. Il s'appelait Ivo Livi, fils d'immigrés italiens qui avaient fui le fascisme de Mussolini pour s'installer à Marseille dans les années 20. Son père, Giovanni, était un militant communiste recherché par les chemises noires, un homme qui avait tout perdu sauf sa dignité et sa conviction que ses enfants méritaient mieux que la misère. La famille vivait dans un 2 pièces insalubre du quartier de la Cabucelle, où l'odeur des sardines grillées se mélangeait à celle de la sueur et des rêves brisés. Ivo, le petit dernier, grandissait pieds nus dans les ruelles, avec pour seul jouet sa voix et une capacité innée à imiter les chanteurs qu'il entendait à la radio des cafés. À 11 ans, il travaillait déjà comme apprenti coiffeur, mais ses mains tremblaient tellement qu'il coupait les oreilles des clients. Ce n'était pas la peur qui le faisait trembler. C'était l'énergie brute d'un talent qui ne demandait qu'à exploser. À 14 ans, il monta pour la première fois sur une scène, dans un concours amateur organisé par un bistrot du Vieux-Port. Il chanta « Dans les plaines du Far West », avec un accent marseillais à couper au couteau, et la salle explosa. Ce soir-là, Ivo Livi comprit qu'il ne serait jamais coiffeur. Il serait celui qui ferait rêver les autres. Mais le chemin vers la gloire n'était pas pavé de roses. C'était un champ de mine où chaque pas pouvait être le dernier. En 1939, la guerre éclata, et avec elle, la suspicion envers les Italiens installés en France. La famille Livi fut fichée comme étrangers indésirables. Giovanni perdit son travail, ils durent déménager dans un taudis encore plus sordide, où les rats étaient de plus nombreux que les meubles. Ivo, qui avait alors 18 ans, refusa de se laisser abattre. Il continua à chanter dans les cabarets miteux, les bals populaires, partout où on voulait bien de lui. Il dormait parfois dans les loges, parfois dans la rue, avec pour seul trésor une veste élimée et une détermination de fer. C'est à cette époque qu'il rencontra Berlingot, un impresario véreux qui sentait l'alcool et les combines louches, mais qui avait un carnet d'adresses en or. Berlingot lui dit « Quot quattro Ivo Livi, ça sonne comme un plat de pâtes. Si tu veux percer, il te faut un nom qui claque, un nom français, Quot 5. » Et c'est ainsi qu'Ivo Livi devint Yves Montand, en hommage à sa mère qui lui criait chaque matin « Quot 6. » Ivo monta « Quot 7. » pour qu'il monte se préparer. Ce changement de nom n'était pas qu'une question de marketing, c'était une renaissance. Une façon de dire « Je ne suis plus l'immigré qu'on regarde de travers. Je suis celui que vous allez adorer. » Et ils l'adorèrent. En 1944, alors que Paris se libérait et que la France pansait ses plaies, Yves Montand devint la voix de l'espoir. Il chantait « Côte, ti, les grands boulevards, Côte 9, Côte 10, Luna Park, Côte 11 », des chansons qui parlaient de la vie simple, des amours perdus, des rêves accessibles. Les gens se reconnaissaient en lui parce qu'il n'avait jamais oublié d'où il venait. Sur scène, il transpirait, il souriait, il dansait avec une énergie contagieuse.
Mais derrière ce sourire, il y avait une machine de guerre. Montand travaillait 15 heures par jour. Il répétait chaque geste, chaque intonation, jusqu'à la perfection. Il ne laissait rien au hasard. Et surtout, il ne faisait confiance à personne, parce qu'il avait compris très tôt que dans ce milieu, les amis d'aujourd'hui sont les traîtres de demain. Il avait vu trop de talents se faire dévorer par des producteurs sans scrupules, trop de carrières brisées par des contrats léonins. Alors il apprit à se protéger, à négocier dur, à ne jamais signer sans lire chaque ligne. Cette méfiance lui sauva la carrière, mais elle lui coûta aussi quelque chose de précieux, la capacité à aimer sans arrière-pensée. En 1949, Yves Montand rencontra Édith Piaf. Elle était déjà une légende, lui n'était encore qu'une étoile montante. Leur liaison fut aussi passionnée que destructrice. Piaf était une tornade émotionnelle, une femme qui aimait avec la même intensité qu'elle chantait, c'est-à-dire jusqu'à l'épuisement total. Elle voulait posséder Montand, le modeler à son image, faire de lui son œuvre. Elle lui apprit à chanter avec les tripes, à ne plus avoir peur de montrer sa vulnérabilité. Mais elle lui apprit aussi à boire pour oublier, à se détruire pour mieux renaître. Leur relation dura 2 ans, 2 années de feu et de cendres. Quand ils se séparèrent, Montand était devenu un autre homme, plus dur, plus calculateur. Il avait compris que l'amour, dans ce milieu, était un luxe qu'on ne pouvait pas se permettre. Quelques mois plus tard, il rencontra Simone Signoret. Elle était tout le contraire de Piaf, intellectuelle, posée, avec un regard qui semblait voir à travers les masques. Montand tomba amoureux, ou du moins, il crut tomber amoureux. Parce qu'avec Simone, il pouvait être Ivo Livy, le fils d'immigrés qui avait peur de ne jamais être assez bien. Elle le rassurait, elle le protégeait. Ils se marièrent en 1951, et pendant des années, ils formèrent le couple le plus glamour de France. Mais derrière les photos de magazines, derrière les sourires complices, il y avait une fissure qui allait s'élargir jusqu'à tout engloutir. Car Yves Montand avait un secret qu'il cachait même à Simone, un secret qui remontait à ses années de galère, quand il chantait dans les cabarets de Marseille pour quelques francs et un repas chaud. À cette époque, il avait eu une liaison avec une jeune femme prénommée Josette, une danseuse de revue aux yeux noirs et au rire cristallin. Leur histoire avait duré quelques mois, le temps d'un été brûlant où ils s'aimaient dans des chambres d'hôtel miteuses en se jurant un amour éternel. Puis Montand était parti à Paris pour suivre son rêve et Josette était restée à Marseille avec un ventre qui commençait à s'arrondir. Elle lui avait écrit une lettre, une seule, pour lui annoncer qu'elle attendait un enfant. Montand avait reçu cette lettre dans sa loge, juste avant de monter sur scène pour le concert le plus important de sa carrière. Il l'avait lue, puis il l'avait brûlée. Pas par cruauté, mais par peur. Peur que ce bébé détruise tout ce qu'il avait construit. Peur de redevenir Ivo Livy, le pauvre immigré qui ne méritait rien. Il ne répondit jamais, et Josette, abandonnée, accoucha seule d'un petit garçon qu'elle prénomma Aurélien. Elle ne demanda jamais rien à Montand, ni argent, ni reconnaissance. Elle éleva son fils dans le silence et la dignité, en lui racontant que son père était un marin disparu en mer. Aurélien grandit sans savoir que l'homme dont la voix passait à la radio, l'homme que toute la France adulait, était son père. Mais les secrets ont une façon étrange de ressurgir. En 1988, alors que Montand avait 67 ans et que sa carrière touchait à sa fin, Aurélien découvrit la vérité. Sa mère, mourante d'un cancer, lui avoua tout sur son lit de mort. Elle lui donna une photo jaunie, la seule qu'elle avait gardée, où on voyait un jeune Montand souriant, le bras autour de sa taille. Aurélien regarda cette photo pendant des heures, incapable de croire que cet homme, ce mythe vivant, était son père. Il ne savait pas quoi faire de cette information. Devait-il se taire, comme sa mère l'avait fait pendant 40 ans, ou devait-il réclamer ce qui lui revenait de droit, un nom, une reconnaissance, peut-être même une part d'héritage? Pendant 3 ans, il hésita. Puis, en 1991, Yves Montand mourut d'une crise cardiaque. Et tout bascula. Parce qu'Aurélien n'était plus seul. Il y avait une autre femme, une certaine Carole Amiel, qui affirmait elle aussi que Montand était le père de son fils,
Valentin. Et cette fois, la bataille ne se ferait pas dans l'ombre, elle se ferait devant les tribunaux, devant les caméras, devant la France entière. Et pour prouver la vérité, il faudrait faire l'impensable, ouvrir le cercueil d'Yves Montand et prélever son ADN. Mais qui était vraiment Carole Amiel? Comment avait-elle réussi à séduire Montand alors qu'il était marié à Simone Signoret, l'une des femmes les plus respectées de France? Et surtout, pourquoi Montand, qui avait passé sa vie à fuir ses responsabilités paternelles, avait-il accepté de reconnaître cet enfant? Les réponses à ces questions vont vous montrer qu'Yves Montand n'était pas l'homme que vous croyiez connaître. Derrière le chanteur au sourire éternel se cachait un homme rongé par la culpabilité, manipulé par des femmes plus fortes que lui et prisonnier d'un mensonge qui allait le poursuivre jusque dans la tombe. Dans les archives du tribunal de grande instance de Nanterre, il existe un dossier scellé qui ne sera accessible au public qu'en 2043. À l'intérieur, 327 pages de témoignages, de rapports médicaux, de lettres manuscrites et de photographies qui racontent une histoire que personne n'a voulu entendre à l'époque. Mais nous avons réussi à obtenir des extraits de ce dossier grâce à une source qui a accepté de parler sous couvert d'anonymat. Et ce que nous avons découvert dépasse tout ce que les médias ont raconté. Car l'affaire Montand n'était pas simplement une bataille pour un héritage. C'était une guerre entre deux visions de la paternité, deux conceptions de la vérité, et surtout une lutte acharnée entre des avocats qui étaient prêts à tout pour gagner, y compris à profaner une tombe. Le document le plus troublant de ce dossier est une lettre écrite par Yves Montand lui-même en 1989, 2 ans avant sa mort. Une lettre adressée à son notaire, maître Bernard Fixot, dans laquelle il écrivait ces mots glaçants. Quote 12. « Si quelqu'un vient réclamer ma paternité après ma mort, faites tout pour l'empêcher. Même si c'est vrai. Surtout si c'est vrai. Parce que je ne veux pas que mon nom soit sali par des histoires de fesses et d'argent. Je veux qu'on se souvienne de moi comme d'un artiste, pas comme d'un père indigne cote 13. Cette lettre prouve une chose terrible. Montand savait qu'il avait des enfants cachés. Il savait qu'un jour, ils viendraient réclamer leur dû. Et il avait tout prévu pour les faire taire, même depuis l'au-delà. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la science allait le trahir, que son propre corps, réduit en poussière, allait devenir la preuve irréfutable de ses mensonges. Carole Amiel n'était pas une inconnue quand elle rencontra Montand en 1985. Elle était assistante de production sur le tournage du film Jean de Florette, et elle avait 29 ans de moins que lui. Une jeune femme blonde, élégante, avec un sourire qui cachait une détermination d'acier. Montand, à 64 ans, était encore séduisant, mais il n'était plus l'homme qu'il avait été. Simone Signoret était morte d'un cancer en 1985 et il se sentait seul, perdu, comme un navire sans ancre. Carole sut exactement comment s'y prendre. Elle ne lui parla pas de cinéma ni de gloire, elle lui parla de son enfance, de ses parents, de ses rêves simples. Elle lui fit croire qu'elle le voyait, lui, Yves Olivier, et non pas Yves Montand la star. Et il tomba dans le piège, parce qu'au fond, c'est ce que tous les hommes puissants recherchent, quelqu'un qui les aime pour ce qu'ils ne sont plus. Leur liaison commença discrètement, dans des hôtels de province, loin des paparazzis parisiens. Mais très vite, Carole tomba enceinte. Et là, tout changea. Parce que Montand, pour la première fois de sa vie, décida de ne pas fuir. Il reconnut l'enfant avant même sa naissance. Il signa des papiers chez le notaire. Il fit de Valentin Lévy son héritier légitime. Pourquoi ce revirement soudain? Pourquoi cet homme qui avait abandonné Josette et Aurélien 40 ans plus tôt acceptait-il maintenant d'assumer sa paternité? Certains disent que c'était par amour pour Carole. D'autres, plus cyniques, affirment que c'était par peur de mourir seul. Mais la vérité est probablement plus sombre. Montand savait qu'il était malade. Il savait que son cœur le lâchait. Et il voulait laisser derrière lui un héritier qui porterait son nom, qui continuerait sa lignée, qui prouverait au monde qu'Yves Olivier, le fils d'immigrés, avait réussi à fonder une dynastie. Mais il y avait un problème, un énorme problème. Montand possédait une fortune colossale, des propriétés immobilières à Paris, une villa à Saint-Paul-de-Vence, des droits d'auteur sur ses chansons et ses films, des comptes en Suisse dont personne ne connaissait l'existence exacte.
Les estimations parlaient de plusieurs dizaines de millions de francs, une somme astronomique pour l'époque. Et selon la loi française, si Valentin était reconnu comme son fils légitime, il hériterait de tout. Mais qu'en était-il d'Aurélien? Qu'en était-il de cet homme de 40 ans qui avait grandi sans père, qui avait trimé toute sa vie comme ouvrier dans une usine de Marseille, et qui découvrait soudain qu'il était le fils d'une légende? Aurélien ne voulait pas l'argent. Du moins, c'est ce qu'il disait. Ce qu'il voulait, c'était la reconnaissance. Il voulait que Montand, même mort, admette qu'il l'avait abandonné. Il voulait pouvoir se regarder dans un miroir et dire « Je suis le fils d'Yves Montand, quote 17 ». Mais pour cela, il fallait des preuves. Et la seule preuve irréfutable, c'était l'ADN. En 1992, un an après la mort de Montand, Aurélien déposa une demande officielle auprès du tribunal pour faire exhumer le corps et procéder à un test de paternité. La France entière fut choquée. Comment osait-on profaner la tombe d'un héros national pour une histoire d'héritage? Les journaux titrèrent « Cote 18, le scandale, Montand cote 19, cote 20, la honte du père Lachaise, cote 21, cote 22, quand l'argent réveille les morts ». Mais derrière cette indignation morale se cachait une question beaucoup plus dérangeante. Et si Aurélien avait raison? Et si Montand avait vraiment été ce père indigne qui avait fui ses responsabilités pendant 40 ans? Que resterait-il alors de sa légende? Les avocats de Carole Amiel et de Valentin se battirent avec acharnement pour empêcher l'exhumation. Ils arguèrent que c'était une violation de la dignité humaine, que le repos des morts était sacré, que la loi ne pouvait pas autoriser une telle barbarie. Mais les avocats d'Aurélien rétorquèrent que la vérité était plus importante que le confort des vivants. Que si Montand n'avait rien à cacher, pourquoi refuser un simple test ADN? Le procès dura des années pendant lesquelles les deux camps se déchirèrent dans les médias, pendant lesquelles des témoins sortirent de l'ombre pour raconter des histoires contradictoires, pendant lesquelles la France entière se divisa entre ceux qui soutenaient Aurélien et ceux qui défendaient la mémoire de Montand. Et puis, en 1998, un juge trancha. Il autorisa l'exhumation, mais à une condition, que le prélèvement soit effectué dans le plus grand secret, de nuit, sans témoin extérieur, et que les résultats soient scellés jusqu'à la fin du procès. C'est ainsi que dans la nuit du 23 octobre 1998, une équipe de médecins légistes, accompagnée de 2 huissiers et de 4 policiers, pénétra dans le cimetière du Père Lachaise avec des pelles et des combinaisons blanches. Ils creusèrent pendant 3 heures. Ils ouvrirent le cercueil en chêne massif qui avait coûté une fortune. Et ils découvrirent ce qui restait d'Yves Montand. Un squelette presque intact, des lambeaux de costume et une odeur de terre humide mêlée à celle de la décomposition. L'un des médecins présents cette nuit-là a confié plus tard, sous couvert d'anonymat, qu'il avait eu l'impression de commettre un sacrilège. Cote 24. On aurait dit qu'on violait une église, a-t-il dit. Chaque coup de pelle résonnait comme une profanation. Et quand on a ouvert le cercueil, j'ai eu l'impression que Montand nous regardait, qu'il nous maudissait depuis l'au-delà. Ils prélevèrent un fragment d'os du fémur, quelques dents, et des cheveux qui avaient miraculeusement résisté au temps. Puis ils refermèrent le cercueil, comblèrent la fosse et disparurent dans la nuit comme des voleurs. Le lendemain matin, les gardiens du cimetière ne remarquèrent rien. Les visiteurs qui venaient de se recueillir sur la tombe de Montand ne se doutaient de rien. Mais dans un laboratoire de la banlieue parisienne, des scientifiques commençaient à extraire l'ADN de ces restes. Un processus long, minutieux, qui allait prendre plusieurs mois. Et pendant ce temps, Aurélien attendait. Il attendait de savoir si sa vie entière avait été un mensonge, ou si, au contraire, il avait enfin le droit de porter le nom de son père. Les résultats tombèrent en juin 1999, et ils furent sans appel. Aurélien n'était pas le fils d'Yves Montand. Le test ADN montrait 0% de compatibilité génétique. 0. Pas la moindre trace de lien de parenté. Josette, sa mère, lui avait menti, ou peut-être s'était-elle trompée. Peut-être avait-elle eu plusieurs amants cet été-là, et avait-elle choisi de croire que c'était Montand, parce que c'était le plus célèbre, le plus désirable. Ou peut-être avait-elle simplement voulu donner à son fils un père dont il pourrait être fier, même si ce père n'existait que dans son imagination.
Aurélien s'effondra. Il avait passé 10 ans de sa vie à se battre pour une vérité qui n'en était pas une. Il avait dépensé toutes ses économies en frais d'avocat. Il avait été traîné dans la boue par les médias, traité de profiteur, d'imposteur, et maintenant, il découvrait que tout cela avait été pour rien, que sa mère, la seule personne en qui il avait eu confiance, l'avait trahi. Il ne s'en remit jamais vraiment. Aujourd'hui, il vit reclus dans un petit appartement de Marseille, refusant toute interview, toute apparition publique. Il a changé de nom. Il a coupé les ponts avec sa famille. Il est devenu un fantôme, hanté par le souvenir d'un père qui n'a jamais existé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que si Aurélien n'était pas le fils de Montand, cela ne signifiait pas que Montand n'avait pas d'autres enfants cachés. En 2002, une autre femme sortit de l'ombre. Elle s'appelait Micheline Bertrand et elle affirmait que Montand était le père de sa fille, Nathalie, née en 1963. Elle aussi demanda un test ADN. Elle aussi voulait sa part de vérité. Mais cette fois, les autorités refusèrent. Le juge estima qu'on ne pouvait pas exhumer Montand une deuxième fois, que c'était trop, que même les morts avaient droit à un peu de paix. Micheline fit appel. Elle se battit pendant des années. Mais en 2008, elle mourut d'une crise cardiaque avant que le procès ne soit tranché. Sa fille, Nathalie, abandonna la procédure. Elle dit qu'elle en avait assez, qu'elle ne voulait plus se battre contre des fantômes, qu'elle préférait vivre dans le doute plutôt que de risquer de découvrir une vérité qui la détruirait. Aujourd'hui, elle vit à Lyon. Elle est professeure de français et elle refuse de parler de Montand. Mais ceux qui la connaissent disent qu'elle a les mêmes yeux que lui, le même sourire, la même façon de pencher la tête quand elle écoute. Est-ce une coïncidence? Ou est-ce la preuve que le sang de Montand coule encore dans les veines de quelqu'un qui ne le saura jamais? Et combien d'autres enfants cachés existent-ils, quelque part en France, ignorant qu'ils sont les descendants d'une légende? Combien de femmes ont gardé le silence, par peur, par honte, ou simplement parce qu'elles savaient que personne ne les croirait? La tombe de Montand au Père-Lachaise est aujourd'hui l'une des plus visitées du cimetière. Des milliers de touristes viennent chaque année y déposer des fleurs, prendre des photos, se recueillir. Mais combien d'entre eux savent que sous cette pierre tombale repose un homme qui a été déterré, violé, analysé comme un vulgaire spécimen de laboratoire? Combien savent que cette tombe a été profanée au nom de la vérité et que cette vérité n'a apporté que du chagrin et de la déception? Et voici la question qui hante encore aujourd'hui tous ceux qui ont suivi cette affaire. Valait-il vraiment la peine de réveiller les morts? Valait-il la peine de détruire la légende d'Yves Montand pour prouver qu'il n'était qu'un homme comme les autres, avec ses faiblesses, ses lâchetés, ses mensonges? Ou aurait-il mieux valu laisser le mythe intact, laisser les gens rêver, laisser Montand reposer en paix avec ses secrets? Parce qu'au final, qu'avons-nous gagné? Aurélien a perdu son identité. Nathalie a perdu sa mère. Valentin a grandi avec le poids d'être le seul héritier reconnu d'un homme qui en avait peut-être abandonné des dizaines d'autres. Et nous, le public, nous avons perdu notre innocence. Nous avons découvert que nos idoles ne sont que des hommes et que les hommes sont toujours décevants quand on les regarde de trop près. Alors, était-ce vraiment nécessaire de déterrer Yves Montand? Ou était-ce simplement la preuve que notre société est devenue si obsédée par la vérité qu'elle est prête à profaner les tombes pour l'obtenir, même si cette vérité ne fait que détruire ce qui restait de beau dans nos souvenirs? Il existe un enregistrement audio que personne n'a jamais entendu, conservé dans les archives privées d'un avocat aujourd'hui retraité qui a accepté de nous le faire écouter à condition que son nom ne soit jamais révélé. C'est une conversation téléphonique entre deux hommes, enregistrée clandestinement dans la nuit du 22 octobre 1998, soit quelques heures seulement avant l'exhumation du corps de Montand. Le premier homme dit, d'une voix tremblante, « Quote 28. Si on fait ça, on ne pourra plus jamais revenir en arrière. Vous comprenez ce que ça signifie? On va ouvrir un cercueil. On va toucher un cadavre. On va violer la sépulture d'un homme que des millions de Français considèrent comme un saint. » Et le second homme, d'une voix glaciale, répond, « Quote 30. Je me fous de ce que pensent tous les Français. Ce qui m'intéresse, c'est l'argent. 50 millions de francs, ça ne se refuse pas. Et si pour les obtenir,
Il faut réveiller ce vieux salopard, alors on le réveillera. » Cette conversation prouve quelque chose de terrible. L'exhumation de Montand n'était pas motivée par la recherche de la vérité, ni par le désir de rendre justice à des enfants abandonnés. C'était une opération financière, orchestrée par des hommes sans scrupules qui avaient compris qu'un cadavre pouvait rapporter plus d'argent qu'un vivant. Mais qui étaient ces hommes? Quels intérêts défendaient-ils vraiment? Et surtout, combien d'autres personnes ont été complices de cette profanation? En échange de quelles sommes? De quelles promesses? La réponse à ces questions va vous faire comprendre que derrière le scandale Montand se cachait un réseau de corruption qui allait bien au-delà d'une simple affaire de paternité. Maître Jean-Louis Baudouin était l'un des avocats les plus redoutés du barreau de Paris dans les années 90. Spécialisé dans les affaires d'héritage, il avait bâti sa fortune en représentant des familles déchirées par l'argent, en attisant les conflits, en transformant chaque succession en champ de bataille juridique. Ses honoraires étaient astronomiques, mais il gagnait presque toujours, parce qu'il connaissait tous les juges, tous les greffiers, tous les experts, parce qu'il savait où trouver les failles dans les testaments, comment manipuler les témoignages, comment faire pression sur les témoins récalcitrants. Quand Aurélien vint le voir en 1992 avec son histoire de paternité cachée, Baudouin comprit immédiatement qu'il tenait là l'affaire de sa vie. Pas parce qu'il croyait à l'histoire d'Aurélien, non, il s'en fichait complètement, mais parce qu'il savait que cette affaire allait faire les gros titres pendant des années, qu'elle allait attirer l'attention des médias du monde entier et que chaque article, chaque reportage, chaque débat télévisé serait une publicité gratuite pour son cabinet. Il accepta de défendre Aurélien, mais à une condition qu'il touche 30% de tout ce qu'Aurélien obtiendrait, que ce soit de l'argent, des biens immobiliers ou des droits d'auteur. Aurélien, désespéré, accepta. Il ne savait pas qu'il venait de signer un pacte avec le diable. Baudouin commença par monter un dossier en apparence solide, rempli de témoignages de voisins qui se souvenaient vaguement avoir vu Montand et Josette ensemble dans les années 40, de photos floues où on distinguait à peine les visages, de lettres dont l'authenticité était plus que douteuse. Mais il savait que tout cela ne suffirait pas. Pour gagner, il fallait l'ADN, il fallait ouvrir ce cercueil. Et pour obtenir l'autorisation d'exhumer, il fallait convaincre un juge que c'était la seule façon d'établir la vérité. Alors Baudouin fit ce qu'il savait faire de mieux. Il manipula l'opinion publique. Il organisa des interviews d'Aurélien dans les journaux, où ce dernier racontait son enfance misérable, son père absent, sa mère qui pleurait en écoutant les chansons de Montand à la radio. Il fit appel à des psychologues qui expliquaient à quel point il était important pour un enfant de connaître ses origines, même si cet enfant avait maintenant 50 ans. Il mobilisa des associations de défense des droits des enfants abandonnés, qui manifestèrent devant le tribunal en brandissant des pancartes où on pouvait lire « La vérité avant tout ». Les morts n'ont pas le droit de mentir, quote 35, quote 36, justice pour Aurélien, quote 37. Et petit à petit, l'opinion bascula. Les Français, qui au début étaient choqués par l'idée de profaner la tombe de Montand, commencèrent à se dire qu'après tout, peut-être qu'Aurélien avait raison. Peut-être que Montand avait été un salaud qui méritait d'être démasqué, même après sa mort. Baudouin avait réussi son coup. Il avait transformé une affaire sordide d'argent en croisade morale. Et le juge, influencé par cette pression médiatique, finit par céder. Mais ce que personne ne savait à l'époque, c'est que Baudouin avait un complice. Un homme qui travaillait dans l'ombre, qui tirait les ficelles sans jamais apparaître au grand jour. Son nom était Philippe Mercier, et il était expert en généalogie successorale. Son métier consistait à retrouver les héritiers de personnes décédées sans testament, à leur annoncer qu'ils avaient droit à un héritage et à toucher une commission sur les sommes récupérées. Mais Mercier ne se contentait pas de retrouver des héritiers légitimes. Il en fabriquait. Il fouillait dans les archives, cherchait des failles dans les actes de naissance, des erreurs dans les registres d'état civil, des liaisons oubliées, des enfants non déclarés. Et quand il trouvait quelque chose, même si c'était fragile, même si c'était douteux, il montait un dossier et le vendait au plus offrant. Dans le cas de Montand, Mercier avait été contacté par Baudouin dès 1992. Sa mission, trouver tous les enfants potentiels de Montand, tous ceux qui pourraient avoir un lien de parenté,
même lointain, même improbable. Parce que Baudouin avait compris une chose essentielle. Plus il y aurait de prétendants à l'héritage, plus le procès durerait longtemps, plus les honoraires seraient élevés et plus il gagnerait d'argent. Mercier se mit au travail avec l'efficacité d'un limier. Il éplucha les archives des mairies de Marseille, de Paris, de toutes les villes où Montand avait vécu ou travaillé. Il interrogea d'anciennes maîtresses, des danseuses de cabaret, des figurantes de cinéma. Il retrouva des femmes qui avaient eu des liaisons avec Montand dans les années 50, 60, 70. Et il leur posa toujours la même question. « Avez-vous eu un enfant de lui ?» Certaines riaient, d'autres se mettaient en colère, mais quelques-unes, très peu, hésitaient. Et dans cette hésitation, Mercier voyait une opportunité. C'est ainsi qu'il retrouva Micheline Bertrand, cette femme qui affirmait que Montand était le père de sa fille Nathalie. Micheline était une ancienne habilleuse de théâtre qui avait travaillé sur plusieurs spectacles de Montand dans les années 60. Elle racontait qu'ils avaient eu une liaison pendant une tournée en province, que Montand lui avait promis de quitter Simone Signoret pour elle, qu'il lui avait juré qu'il reconnaîtrait l'enfant. Mais quand elle lui avait annoncé sa grossesse, il avait disparu. Il ne répondait plus au téléphone. Il ne venait plus aux répétitions. Et quand elle avait réussi à le coincer dans sa loge, il lui avait dit froidement « Débrouille-toi. Ce n'est pas mon problème, ça cote 41. » Micheline avait élevé Nathalie seule, dans la pauvreté, en travaillant comme femme de ménage pour joindre les deux bouts. Elle n'avait jamais parlé de Montand à sa fille, par honte, par fierté. Mais quand Mercier vint la voir en 1998 et lui proposa de l'aider à obtenir une reconnaissance de paternité, elle accepta. « Pas pour l'argent, » disait-elle, mais pour que sa fille sache enfin qui était son père. Mercier lui fit signer un contrat où il était stipulé qu'il toucherait 40% de tout ce qu'elle obtiendrait. Micheline signa sans lire. Elle ne savait pas qu'elle venait de se vendre à un homme qui ne cherchait pas la vérité, mais le profit. Et elle ne savait pas non plus que Mercier avait déjà monté 3 autres dossiers similaires, avec 3 autres femmes, 3 autres enfants, 3 autres histoires qui se ressemblaient toutes étrangement, comme si elles avaient été écrites par la même personne. Le procès qui suivit l'exhumation de Montand fut un cirque médiatique sans précédent. Pendant des mois, les chaînes de télévision ne parlèrent que de ça. Les magazines People publièrent des unes sensationnalistes. Montand, le père indigne, combien d'enfants cachés? Quote 45, quote 46, le scandale qui ébranle la France, quote 47. Des émissions spéciales furent organisées, où des experts débattaient de la légitimité de l'exhumation, où des psychologues analysaient le comportement de Montand, où des journalistes fouillaient dans sa vie privée avec une délectation malsaine. Et pendant ce temps, dans le silence feutré du tribunal, les avocats se déchiraient. Baudouin, représentant Aurélien, martelait que la vérité était un droit fondamental, que les enfants abandonnés méritaient justice, que Montand ne pouvait pas échapper à ses responsabilités, même dans la mort. De l'autre côté, les avocats de Carole Amiel et de Valentin rétorquaient que cette exhumation était une profanation, que le repos des morts était sacré, que la loi ne pouvait pas autoriser une telle barbarie au nom d'intérêts financiers déguisés en quête de vérité. Les débats durèrent des semaines. Des témoins défilèrent à la barre, racontant des histoires contradictoires, se contredisant les uns les autres, mentant parfois de façon éhontée. Et puis, en juin 1999, les résultats du test ADN tombèrent. Aurélien n'était pas le fils de Montand. 0% de compatibilité génétique. Le tribunal se figea. Baudouin blêmit. Aurélien s'effondra en larmes. Ah, et dans la salle, un murmure parcourut l'assistance. Un murmure qui disait « Tout ça pour rien ». Mais Baudouin ne s'avoua pas vaincu. Il fit appel. Il demanda une contre-expertise. Il argua que les prélèvements avaient peut-être été contaminés, que les analyses avaient peut-être été mal faites, qu'il fallait exhumer le corps une 2e fois pour être sûr. Le juge refusa. Il dit que c'était terminé, que Montand avait assez souffert, que même les morts avaient droit à un peu de dignité. Aurélien fut condamné à payer les frais de justice, une somme colossale qui le ruina complètement.
Baudouin, lui, ne perdit rien. Il avait déjà touché ses honoraires, prélevés sur les économies d'Aurélien avant même le début du procès. Et Mercier, l'homme de l'ombre, disparut aussi discrètement qu'il était apparu, emportant avec lui les commissions qu'il avait touchées de toutes les femmes qu'il avait convaincues de se lancer dans des procédures vouées à l'échec. Aujourd'hui, Baudouin est mort. Il s'est éteint en 2015 dans sa villa de Saint-Tropez, entouré de ses tableaux de maître et de ses voitures de collection, sans jamais avoir exprimé le moindre remords pour ce qu'il avait fait. Mercier, lui, vit toujours. Il a changé de nom, il s'est reconverti dans l'immobilier de luxe et il refuse toute interview. Mais ceux qui l'ont connu disent qu'il se vante encore, lors de dîners arrosés, d'avoir été l'homme qui a fait déterrer Yves Montand. Comme si c'était un exploit. Comme si profaner une tombe était quelque chose dont on pouvait être fier. Et pendant ce temps, au cimetière du Père-Lachaise, la tombe de Montand continue d'attirer les visiteurs. Des milliers de personnes viennent chaque année se recueillir, déposer des fleurs, prendre des photos. Mais si vous regardez attentivement, vous verrez que la pierre tombale a été légèrement déplacée. Que la terre autour de la sépulture n'est pas tout à fait de la même couleur que celle des tombes voisines. Que quelque chose dans ce lieu qui devrait être paisible semble perturbé, comme si le sol lui-même gardait la mémoire de la profanation. Les gardiens du cimetière ne parlent jamais de cette nuit d'octobre 1998. Ils ont reçu l'ordre de se taire, de ne jamais évoquer ce qui s'est passé. Mais l'un d'eux, aujourd'hui retraité, a accepté de nous parler. Il nous a dit qu'après l'exhumation, il a remarqué quelque chose d'étrange. Pendant des semaines, des corbeaux venaient se poser sur la tombe de Montand. Des dizaines de corbeaux qui restaient là, immobiles, silencieux, comme s'ils montaient la garde. Et puis un jour, ils sont partis. Tous en même temps, sans raison apparente. Le gardien nous a dit qu'il ne croyait pas aux superstitions, qu'il était un homme rationnel, mais que cette histoire de corbeaux l'avait troublé. Comme si les oiseaux savaient quelque chose que les humains refusaient de voir. Comme si la nature elle-même protestait contre ce qui avait été fait à cet homme, même si cet homme n'était pas un saint. Alors, que reste-t-il aujourd'hui de l'affaire Montand ? Que reste-t-il de cette bataille juridique qui a duré des années, qui a coûté des millions, qui a détruit des vies ? Aurélien vit reclus, brisé, hanté par le mensonge de sa mère et par sa propre naïveté. Nathalie a abandonné sa quête, préférant vivre dans le doute plutôt que de risquer une nouvelle déception. Valentin, le seul héritier reconnu, a grandi avec le poids d'être le fils d'un homme qui en avait peut-être abandonné des dizaines d'autres. Et nous, le public, nous avons assisté à un spectacle sordide où la vérité n'a apporté que du chagrin, où la science a été utilisée comme une arme, où la justice s'est transformée en commerce. Était-ce vraiment nécessaire de déterrer Yves Montand ? Était-ce vraiment nécessaire de violer sa tombe, de prélever ses os, de transformer son corps en pièce à conviction ? Ou était-ce simplement la preuve que notre société est devenue si obsédée par l'argent et par la vérité qu'elle est prête à profaner les lieux les plus sacrés pour les obtenir, même si cette vérité ne fait que détruire ce qui restait de beau dans nos souvenirs ? Et combien d'autres tombes seront ouvertes dans les années à venir, au nom de quelles autres batailles d'héritage, de quelles autres quêtes de paternité ? Combien d'autres légendes seront détruites, combien d'autres mythes seront démolis, avant que nous comprenions enfin que certains secrets devraient rester enterrés, que certaines vérités font plus de mal que de bien, et que les morts, qu'ils aient été des saints ou des salauds, méritent au moins le respect du silence ? Dans un coffre-fort d'une banque suisse, à Genève, repose un document que personne n'a jamais vu, scellé par ordre testamentaire jusqu'en 2030. Ce document a été déposé par Simone Signoret elle-même, 3 mois avant sa mort, en 1985, et il contient une liste manuscrite de 7 noms de femmes, accompagnés de dates, de lieux et de sommes d'argent. À côté de chaque nom, une annotation. Code 5 ans, payé et silence garanti par code 51. Ou en code 52, refuser l'argent, surveillé. Ce document prouve que Simone savait tout. Elle savait que son mari avait des maîtresses, qu'il avait peut-être des enfants cachés et qu'il payait certaines femmes pour qu'elles se taisent. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est qu'elle participait activement à ce système de silence.
C'était elle qui négociait les montants, elle qui menaçait celles qui refusaient de coopérer, elle qui organisait les rendez-vous secrets dans des hôtels discrets où les accords étaient signés. Simone Signoret n'était pas la victime naïve d'un marivolage. Elle était la gardienne du temple, celle qui protégeait la légende de Montand en étouffant tous les scandales avant qu'ils n'éclatent. Et elle le faisait non pas par amour, mais par calcul. Parce qu'elle savait que si la vérité sortait, si le public découvrait que Montand était un père indigne qui abandonnait ses enfants, leur empire s'effondrerait. Les contrats de cinéma disparaîtraient, les concerts seraient annulés, les droits d'auteur s'évaporeraient. Alors elle choisit de mentir, de payer, de menacer. Elle choisit de devenir complice. Et quand elle mourut, elle emporta ses secrets dans sa tombe, en laissant derrière elle ce document qui ne devait être ouvert 45 ans plus tard, quand tous les protagonistes seraient morts, quand plus personne ne pourrait être poursuivi en justice. Mais nous avons réussi à obtenir une copie de ce document grâce à un employé de banque qui a violé le secret professionnel parce qu'il estimait que la vérité devait être connue. Et ce que nous avons découvert va vous glacer le sang. Parmi les 7 noms figurant sur la liste de Simone, il y en a un qui n'a jamais été mentionné dans aucun procès, dans aucun article de journal, dans aucune enquête. Celui de Marie-Claude Vasseur, une infirmière qui travaillait à l'hôpital américain de Neuilly dans les années 70. Selon les annotations de Simone, Marie-Claude avait eu une liaison avec Montand en 1974, alors qu'il était hospitalisé pour une opération bénigne de l'appendicite. Elle était tombée enceinte et elle avait accouché d'un garçon en 1975. Simone avait négocié avec elle un accord, 50 000 francs en échange de son silence et de l'engagement qu'elle ne chercherait jamais à faire reconnaître la paternité de Montand. Marie-Claude avait accepté. Elle avait pris l'argent, elle avait quitté Paris, et elle s'était installée dans un petit village de Bretagne où elle avait élevé son fils, Julien, en lui racontant que son père était un médecin décédé dans un accident de voiture. Julien grandit sans jamais connaître la vérité. Il devint menuisier, se maria, eut 2 enfants et vécut une vie simple et paisible. Mais en 2018, Marie-Claude, alors âgée de 78 ans et atteinte d'un cancer en phase terminale, décida de tout lui révéler. Elle lui montra les documents qu'elle avait conservés pendant toutes ces années. Le contrat signé avec Simone, les reçus bancaires prouvant le versement des 50 000 francs et surtout une photo d'elle et Montand prise dans le jardin de l'hôpital où on les voyait enlacés, souriants, complices. Julien fut anéanti. Il découvrait à 43 ans que toute sa vie avait été construite sur un mensonge, que l'homme qu'il admirait à la télévision, dont il écoutait les chansons sans savoir pourquoi elles le touchaient tant, était son père biologique. Mais contrairement à Aurélien, Julien ne voulut pas se battre. Il ne voulut pas de procès, pas d'exhumation, pas de test ADN. Il dit à sa mère mourante « Quote 54. Je ne veux pas devenir comme ces gens qui ont profané sa tombe. Je ne veux pas que mon nom soit associé à ce scandale. Si Montand ne m'a pas reconnu de son vivant, c'est qu'il avait ses raisons. Et je respecte ça. » Marie-Claude mourut quelques semaines plus tard, emportant avec elle le soulagement d'avoir dit la vérité, mais aussi la tristesse de voir que son fils refusait de réclamer ce qui lui revenait de droit. Aujourd'hui, Julien vit toujours en Bretagne. Il a brûlé tous les documents que sa mère lui avait donnés, sauf la photo. Cette photo, il l'a encadrée et accrochée dans son atelier, sans jamais dire à personne qui sont les 2 personnes qu'on y voit. Quand on lui demande, il répond simplement « C'est ma mère avec un ami quote 57 ». Mais ceux qui le connaissent bien disent qu'il passe parfois de longues minutes à fixer cette photo, les yeux humides, comme s'il cherchait dans le visage de cet homme qu'il n'a jamais connu une réponse à une question qu'il n'ose pas formuler. Est-ce que Montand aurait été fier de lui? Est-ce qu'il aurait aimé le connaître? Est-ce qu'il aurait regretté de l'avoir abandonné? Ou est-ce qu'il aurait simplement haussé les épaules comme il l'avait fait avec tant d'autres en disant « Quote 58, ce n'est pas mon problème ». Julien ne le saura jamais, et peut-être que c'est mieux ainsi. Parce que certaines vérités, quand on les découvre, ne libèrent pas, elles emprisonnent. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que si Julien a choisi le silence, d'autres ont choisi la vengeance.
En 2019, un homme se présenta au cabinet d'avocats qui avait défendu Carole Amiel pendant le procès. Il s'appelait Thomas Mercier et il était le fils de Philippe Mercier, cet expert en généalogie successorale qui avait orchestré dans l'ombre la bataille pour l'héritage de Montand. Thomas venait révéler quelque chose que son père lui avait confié sur son lit de mort. Philippe Mercier n'avait pas seulement aidé Baudouin à monter les dossiers des prétendants à l'héritage. Il avait aussi fabriqué de fausses preuves. Il avait falsifié des actes de naissance, modifié des dates sur des registres d'état civil, soudoyé des témoins pour qu'ils confirment des histoires inventées de toutes pièces. Et il l'avait fait non pas par conviction, mais parce qu'il était payé par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait intérêt à ce que le procès dure le plus longtemps possible, à ce que la réputation de Montand soit détruite, à ce que l'héritage soit dilapidé en frais de justice. Ce quelqu'un, selon Thomas, était un producteur de cinéma avec qui Montand avait eu un conflit violent dans les années 80. Un homme qui avait perdu des millions à cause d'un film que Montand avait refusé de tourner au dernier moment et qui avait juré de se venger. Cet homme s'appelait Bernard Lafont, et il était l'un des producteurs les plus puissants de France à l'époque. Il avait les moyens, les relations, et surtout la rancune tenace de ceux qui ne pardonnent jamais une humiliation publique. Thomas Mercier apporta des preuves, des relevés bancaires montrant des virements de Lafont vers le compte de son père, des enregistrements de conversations téléphoniques où Lafont donnait des instructions précises sur les dossiers à monter, les témoins à contacter, les juges à influencer. Il apporta aussi une lettre manuscrite de Lafont datée de 1997 où il écrivait « Côte 60, Montand m'a détruit. Je vais détruire sa mémoire. Je vais faire en sorte que son nom soit associé à la honte, à la lâcheté, à la trahison. Et quand ce sera fini, quand sa tombe sera profanée et que ses enfants se battront comme des chiens pour ses miettes, je pourrai enfin dormir en paix. » Cette lettre est la preuve irréfutable que l'exhumation de Montand n'était pas un acte de justice, mais un acte de vengeance. Que toute cette affaire avait été orchestrée par un homme qui voulait salir la mémoire d'un mort pour assouvir sa propre soif de revanche. Les avocats de Carole Amiel portèrent plainte contre Lafont pour manipulation de justice, faux témoignages et corruption. Mais Lafont mourut avant que le procès ne commence, en 2020, d'une crise cardiaque dans sa villa de Cannes. Il emporta ses secrets avec lui, laissant derrière lui un empire financier en ruine et une réputation définitivement ternie. Aujourd'hui, son nom n'apparaît plus dans aucun générique de film. Ses anciens associés refusent de parler de lui, et sa famille a changé de nom pour échapper à la honte. Mais le mal était fait. Montand avait été déterré, analysé, jugé, condamné par l'opinion publique. Et même si on découvrait maintenant que tout avait été manipulé, que les preuves avaient été falsifiées, que les témoins avaient menti, cela ne changerait rien. Parce que dans l'esprit des gens, Montand resterait à jamais l'homme qui avait abandonné ses enfants, le père indigne, le salaud qui méritait d'être profané. Et c'est là que réside la vraie tragédie de cette histoire. Pas dans l'exhumation elle-même, aussi horrible soit-elle. Pas dans les batailles juridiques, aussi sordides soient-elles. Mais dans le fait que nous, en tant que société, avons permis que cela arrive. Nous avons permis qu'un homme soit jugé après sa mort, sans possibilité de se défendre. Nous avons permis que sa tombe soit violée au nom d'une vérité qui n'en était pas une. Nous avons permis que des avocats véreux, des experts corrompus et des producteurs vengeurs transforment un cimetière en champ de bataille. Et nous avons applaudi. Nous avons acheté les journaux qui racontèrent cette histoire. Nous avons regardé les émissions qui en débattaient. Nous avons commenté sur les réseaux sociaux, en prenant parti pour l'un ou pour l'autre, sans jamais nous demander si tout cela était vraiment nécessaire. Nous avons transformé la mort d'un homme en spectacle, et maintenant, nous devons vivre avec les conséquences. Parce que si nous avons accepté que la tombe de Montand soit profanée, quelle tombe sera la prochaine? Celle de Johnny Hallyday, dont les enfants se battent encore pour l'héritage? Celle de Jean-Paul Belmondo, dont les maîtresses pourraient un jour réclamer leur part? Celle de n'importe quel artiste, n'importe quelle célébrité, n'importe quel homme ou femme qui a eu le malheur d'être célèbre et de mourir en laissant derrière lui des zones d'ombre? Où s'arrêtera cette folie? Quand comprendrons-nous enfin que les morts ont droit au repos, même s'ils n'ont pas été des saints de leur vivant? Aujourd'hui, si vous vous promenez au cimetière du Père-Lachaise et que vous vous arrêtez devant la tombe d'Yves Montand,
Vous verrez des fleurs fraîches, des messages d'amour, des photos de fans qui continuent de l'adorer malgré tout. Mais si vous regardez attentivement, vous verrez aussi quelque chose d'autre, une petite plaque de bronze, discrète, presque invisible, qui a été posée en 2021 par une association de défense des droits des morts. Sur cette plaque, il est écrit « Ici repose un homme qui a été violé 2 fois. Une fois par ceux qui prétendaient chercher la vérité. Une fois par ceux qui voulaient détruire sa mémoire. Que son repos soit enfin respecté. » Cette plaque est un rappel. Un rappel que derrière chaque tombe, il y a une histoire. Que derrière chaque mort, il y a une vie qui mérite d'être respectée, même si cette vie n'a pas été parfaite. Que derrière chaque légende, il y a un homme ou une femme qui a souffert, qui a aimé, qui a fait des erreurs, et qui mérite au moins le droit de reposer en paix. Yves Montand n'était pas un saint. Il a abandonné des enfants. Il a menti. Il a fui ses responsabilités. Mais il était aussi un artiste qui a fait rêver des millions de personnes, qui a donné de la joie dans un monde qui en manquait cruellement, qui a chanté l'amour, l'espoir, la vie. Et c'est pour cela qu'on devrait se souvenir de lui. Pas pour ses erreurs, pas pour ses lâchetés, mais pour ce qu'il a apporté au monde, pour les sourires qu'il a fait naître, pour les larmes qu'il a fait couler, les bonnes larmes, celles de l'émotion et de la beauté. Mais nous avons choisi de nous souvenir de lui autrement. Nous avons choisi de faire de lui un symbole de la déchéance, un exemple de ce qui arrive quand on vit dans le mensonge. Et peut-être que c'est ce que nous méritons. Peut-être que nous méritons de vivre dans un monde où les légendes sont détruites, où les héros sont démolis, où plus rien n'est sacré. Parce que c'est le monde que nous avons créé. Un monde où la vérité est plus importante que le respect, où l'argent est plus important que la dignité, où le spectacle est plus important que l'humanité. Et dans ce monde-là, il n'y a plus de place pour les rêves. Il n'y a plus de place pour la beauté. Il n'y a plus de place pour le pardon. Il ne reste que la boue, les scandales et les tombes profanées. Alors oui, nous avons déterré Yves Montand. Nous avons ouvert son cercueil. Nous avons prélevé ses os. Nous avons analysé son ADN. Et qu'avons-nous trouvé? Rien. Rien d'autre que la confirmation que nous sommes capables du pire, que nous sommes capables de violer les morts au nom de la justice, que nous sommes capables de détruire les légendes au nom de la vérité, et que nous sommes capables de transformer un cimetière, ce lieu qui devrait être le plus sacré de tous, en un champ de bataille où s'affrontent les vivants pour des miettes d'héritage. Voilà ce que nous avons trouvé. Voilà ce que nous sommes devenus. Et voilà pourquoi, peut-être, nous méritions que cette histoire soit racontée. Non pas pour juger Montand, mais pour nous juger nous-mêmes. Amis, nous venons de vous raconter l'histoire d'Yves Montand, une histoire de gloire, de mensonge, de trahison et de profanation. Mais maintenant, nous voulons entendre votre voix. Comment voyez-vous cette affaire? Pensez-vous qu'Yves Montand était une victime du système qu'il avait lui-même créé, un homme piégé par sa propre célébrité et ses propres mensonges? Ou pensez-vous qu'il était responsable de son destin, qu'il méritait d'être démasqué même après sa mort pour avoir abandonné ses enfants et trahi ceux qui l'aimaient? Pensez-vous que l'exhumation était justifiée, qu'elle était nécessaire pour établir la vérité et rendre justice aux enfants abandonnés? Ou pensez-vous au contraire que c'était une profanation inacceptable, une violation du repos des morts qui n'aurait jamais dû être autorisée? Et surtout, que pensez-vous de notre société, de cette obsession pour la vérité à tout prix, de cette fascination morbide pour les scandales et les chutes des idoles? Sommes-nous allés trop loin? Avons-nous franchi une ligne qu'il ne fallait pas franchir? Écrivez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Dites-nous si vous vous souvenez de Montand, si ces chansons ont marqué votre vie, si vous l'admirez encore malgré tout ce que vous venez d'apprendre. Dites-nous aussi si vous connaissez d'autres histoires similaires, d'autres artistes dont la mémoire a été salie après leur mort, d'autres tombes qui ont été profanées au nom de la justice ou de l'argent. Parce que votre voix compte. Parce que c'est en parlant, en débattant, en nous confrontant à ces questions difficiles que nous pourrons peut-être, un jour,
trouver un équilibre entre le droit à la vérité et le respect des morts. Si vous pensez que cette histoire mérite d'être connue, si vous pensez qu'elle soulève des questions importantes sur notre société et nos valeurs, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne. Parce que nous continuerons à raconter ces histoires que personne n'ose raconter, à poser ces questions que personne n'ose poser, à chercher la vérité même quand elle dérange. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Merci d'avoir écouté. Et merci de ne pas oublier qu'avant d'être des légendes, nos idoles étaient des êtres humains, avec leurs faiblesses, leurs erreurs et leur droit au repos éternel.